by the young defenseman, Cale Makar. Gets in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. Bellingham. What a moment for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots, he scores! Hughes has done it again! Voici Greg Langto et Yannick Godbout. Oh, buddy! Oui, monsieur. Yanakis, c'est une célébration cette semaine. Après 96 épisodes, Yanakis Godbout a enfin changé de chandail pour notre version vidéo. Hey, Il c'est pas s'est vrai. permis de revêtir un chandail des Flyers de Philadelphie qui est absolument magnifique d'ailleurs, cette version-là du jersey. Et ça te fait paraître magnifiquement beau. Mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que tu as à me demander, Greg, mais c'est bien commencé. C'est tout d'ailleurs. Comment ça va, mon cher Yanakis? Écoute, Greg, c'est un plaisir d'être ici ce soir après avoir passé une après-midi à discuter de l'assurance de mon décès là, qui surviendra dans un avenir un jour. Là. Alors, non, c'est un privilège d'être ici ce soir. Dans un avenir qu'on espère bien sûr éloigné, contrairement Oui. au début de la saison de baseball qui s'en vient dans un avenir oui, excessivement rapproché. Alors, take me out to the ball game. On va arrêter ça là parce qu'on ne veut pas que personne change de poste sur les ondes de BPM Sport ou arrête la vidéo YouTube ou leur Spotify ou peu importe. D'ailleurs, merci de vous joindre à nous autres sur l'épisode 97 de Show de cartes. Ça va être notre spécial baseball cette semaine. La saison s'en vient. La semaine passée, on a eu également la sortie de Topps Série 2 avec un design complètement fou. Série 1. Pardon. La Série 2 s'en vient un petit peu plus tard. On va jaser d'ailleurs des sorties de produits, des joueurs à surveiller, du marché des cartes, parce qu'il y a eu des joueurs. D'ailleurs, Juan Soto, es-tu bon, lui? Quand même pas pire. Bref, donc on va jaser tout ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant, avant de faire entrer nos trois experts en baseball, Yanakis, tu avais une nouvelle à nous partager cette semaine concernant Panini qui est allé chercher un contrat. Eux autres, on sait que le contrat de la NFL, de la NBA, ça va arrêter dans pas grand temps. Et on doit s'en aller vers d'autres sports alternatifs pour chercher des revenus. Là. Ben écoute, après, je pense, 3 ans d'existence, la Live Golf a finalement trouvé une compagnie pour produire des cartes de ces golfeurs. Alors, Panini a ramassé cette licence-là cette semaine. Bien surprenant, le premier produit sera bien sûr Prism. Je suis obligé de dire, Greg, que Prism Golf, ça a un certain charme. Quelle sera la réaction sur le marché? C'est une excellente question. On s'entend que le marché de la carte de golf est somme toute quelque chose d'excessivement niché. Là, le fait d'avoir une partie des vedettes d'un côté et l'autre partie des vedettes de l'autre côté, ça va être à PDG voir. appartient toujours à Upper Deck. Oui. D'ailleurs, on a un produit assez intéressant qui s'en vient au mois de mars. Mais est-ce que ces produits-là, seront, entre guillemets, viables sans la présence d'un Tiger Woods, d'un Jack Nicklaus, de ces légendes-là? On s'entend, il y a une trollée de joueurs qui n'ont à peu près jamais eu de carte, sinon qui n'ont jamais eu de carte. Ça me fait penser à Cameron Smith, qu'on va trouver dans la Live, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson aussi. Ça fait comme Topps Chrome Tennis qui était un flop total. Puis on s'attendait, on avait hypé ce produit-là à fou. Ben non, mais honnêtement, là. Hey Greg, si un jour tu compares quelqu'un à Topps Chrome Tennis, c'est du lait. Hey, ont-tu manqué quelque chose, le Topps? Fascinant. Ouais, c'est ça. C'était pas la meilleure de Topps. On espère d'ailleurs que ça va aller mieux pour les prochaines sorties avec Fanatics. On va avant de partager ces autres nouvelles, on va amener nos experts baseball avec nous parce que je veux qu'ils réagissent aux autres nouvelles qu'on amène. Le premier, c'est Paul Lacourcière qui joint. Comment ça va, mon Paul? Ça va super bien. Ouais, tu veux que ça aille mal quand le baseball s'en vient, le beau temps? Oui, et ça, écoute, je reviens de Philadelphie. J'ai été tellement nostalgique. Il y en a qui se mettent son chandail des Flyers. Probablement pour porter hommage à Nicolas Deslauriers qui a servi la bagarre de l'année
contre Matt Rampy des Rangers de New York. C'était même Piqué Subban a dit Fight of the Decade, donc la bataille de la décennie. C'était vraiment quelque chose. Vas-y donc, Yannick. Une question, Greg, j'ai pensé à toi. Toi, je sais que tu es un peu moins pro bataille au hockey que moi, mais comment était l'ambiance lors de cet événement pugilistique impliquant M. Deslauriers Oh, à buddy. Philadelphie? Oh, buddy. À Philadelphie, tout le monde était debout, mais tout le monde pense que. Attends une minute. On va continuer. Ce que je voulais dire, on va ajouter Charles Canuel également, notre jeune star, experte du baseball qui est là. Comment ça va, mon homme? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien, merci Je beaucoup. trouve bien quand t'es là, Charles, tes cheveux sont extraordinaires ce soir. Et finalement, notre breaker favori, également expert Merci, en baseball, merci. PH Beauchamp. Comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Très bien, merci. Oui. Ça pour dire que j'étais à Philadelphie. Quelle ville formidable. D'ailleurs, une ville de sport. Je vais documenter ça pour le podcast Les Visiteurs, présenté par billet.ca qui s'en vient. Mais une ville absolument accueillante. Le monde est fin. Mais, tu sais, à Philadelphie, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, les boys, mais c'est un gros stationnement. Puis tu as 3 stades là-dedans. Puis en plein milieu, ils t'ont planté un bar là-dedans. Le Xfinity Live. Tu peux aller avant et ou après le match. Puis là, tu arrives avec la station de métro, puis à ta droite, tu as le Wells Fargo Center où est-ce que les 76ers et les Flyers jouent. Dans le coin, tu as le Lincoln Financial Field où est-ce que les Eagles jouent. Puis à ta gauche, complètement, en arrière du bar, c'est le Citizens Bank Park des Phillies de Philadelphie. Puis Caroline, que ça m'a rendu nostalgique d'être allé voir les Phillies l'été passé. Je me suis dit, que je serais allé voir une game de balle aujourd'hui. Juste le son. Là, je voyais les chandails des Phillies partout dans la ville. D'ailleurs, on est allé à la boutique Mitchell & Ness, les gars. Là. Ça a passé proche de nous coûter 1 000 chaque. Vous comprenez? Ce qu'ils ont là-bas, là, ça n'a aucun bon sens. As-tu vu ma face de jalousie, Greg? T'as-tu vu ma face de jalousie? Arrête d'être jaloux. Je t'ai ramené un cadeau, d'ailleurs. Non, je l'aréna des Flyers. Non, je regarde-moi remercie ça. énormément. Mais C'est un chandail de Gritty. De Gritty. Hey, j'ai failli en plus y acheter le chandail de Gritty parce que c'était impossible d'en avoir un, Nicolas Deslauriers, malheureusement. Puis là, je l'ai appelé. Je dis, un beau chandail de Gritty. Il dit, ouais, mais bof. Je me suis dit, bah. Même si c'est un cadeau, il ne sera peut-être pas content de porter ça, mais il était écœurant. Le chandail marqué Gritty 0-0. Moi, depuis les Mighty Ducks, quand j'étais très jeune, le numéro 0-0 de Guy Germain, je trouvais ça vraiment cool. Puis, je me suis dit que si un jour je suis un sportif professionnel, ce qui n'est jamais arrivé et qui n'arrivera jamais, probablement je vais mettre le 0-0 dans mon dos. Mais je suis un gros 0, fait qu'on n'en parle plus. Bon, Au pire, tu mets le 8. Ceci étant dit. Pardon, PH? Tu mets le 8, au pire, tu le tournes de bord. Oui, ça fait le signe de l'infini. Omega. Que j'essaye de tracer de très mauvaise façon avec mon doigt. Ça ne fonctionne pas pantoute. OK, les gars. Donc, Top Série 1 est sorti la semaine passée. Ça a été, je pense, une sortie. À chaque fois que les designs sortent, c'est rare que ça fait l'unanimité, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde chiale. Et cette année, je mets le design à l'écran pour que les gens puissent voir ce que ça a l'air un peu. Les gens n'ont pas tripé nécessairement parce que les bordures noires, ce qui habituellement est un petit peu plus difficile à grader, les cartes gradent moins haut. Le centrage aussi avec le design qu'on voit ici est un petit peu plus difficile. Mais je pense que depuis que les cartes sont sorties, là, le monde a l'air à triper solide sur la série 1, puis avec la classe recrue qu'on y retrouve. Est-ce que je me trompe? Je vais commencer par PH, parce que lui, c'est un breaker qui en a vu chez Stack, lui, un puis un autre des boîtes, puis après ça, je vais faire le tour de la gang PH. Premièrement, l'accueil est très, très bon. Au niveau du look, là, personnellement, pour les avoir vus, on les regarde sur les internets, là, puis on fait « Ouais, OK, c'est noir », mais en personne, le relief, les effets, le côté foil, pas des silver, mais le côté foil des cartes de base est vraiment très beau. La qualité est quand même sans doute très bonne. On en voit toujours, là, des off-center ou des trucs comme ça. C'est très, très normal. Mais on a revitalisé complètement le monde de la short print et des parallèles. Il faut juste partir de ce principe-là. C'est la première année qu'on a des changements quand même aussi importants. C'est ça, je pense, qui peut être un petit peu plus difficile à recevoir. Quelqu'un qui fait ça à temps perdu va arriver et va dire « Oh, je ne sais plus où me retrouver ». Mais c'est très, très simple.
C'est juste que les internets sont encore là pour nous aider avec les différences, mais sont hyper faciles à identifier. Juste à penser au USP, Super Short Print, le back n'est pas blanc, il est gold complètement, pas juste écrit gold. Le back au complet est gold. Wow. Déjà là, on a un gros... moi qui est daltonien, hein, je ne le dis pas assez souvent, très apprécié d'avoir mis au moins un détail comme ça. Ça saute dans le visage. Mais contrairement aux années précédentes, je pense que ça va prendre une petite adaptation pour justement différencier. Comme tu disais un petit peu plus tôt, Greg, l'aspect des côtés noirs ou blancs, ou comme là, on voit là, sur l'image que tu projettes, là, ils appellent ça les tout nus là, en français, là, mais en anglais, ils disent Full bleed. full blended. Full blend. Pour en avoir sorti juste une à date, ils sont vraiment très rares. L'effet est vraiment très beau. Ils ont rarement déjà fait ça. Fait qu'on a... Les photos qu'ils utilisent cette année là, sont complètement exceptionnelles. On sait que Bowman va rester Bowman avec son charme, puis on va en parler plus tard dans l'épisode. Mais que ce ne soit pas des cartes manufacturées, en bon français, avec des fausses cartes professionnelles, si on veut. On sait que c'est les vraies cartes, mais vous comprenez ce que je veux dire avec les photos. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Puis ce design-là pop, là, les couleurs sortent vraiment en fait, même dans les cartes de base, là, comme on voit la Bryce Harper actuellement avec le drapeau des États-Unis en arrière. Charles, t'en penses quoi, toi? Au 79, je ne me rappelle plus ceux-là, ou la numérotation. Qui de la carte à l'écran, ça? Je Ouais. pense que oui. Mais sinon, moi, le design, honnêtement, je le trouve vraiment beau. Surtout avec les néons, là, les couleurs qui changent selon la couleur de l'équipe. Puis je trouve que oui, c'est plate que les barres soient noires, mais à un moment donné, il faut arrêter de penser à tous les designs pour le grading. Fait que le design, moi, je le trouve excellent. Je trouve il est toujours. Dès que je l'ai vu, je savais qu'il allait être beau. Donc, moi, pour ça, je trouve que Topps a très bien réussi sa shot. Charlie qui est tombé en amour dès que je l'ai vu. Oui. Je suis tombé en amour avec ce J'ai les genoux qui ont plié à comparer celui-là de 2021. Là. Le premier jour. Hey, Ouais, Je vais 2021. me permettre une dernière, puis je laisse la parole ensuite tout de suite, là, mais la seule chose qu'on va tout de suite se dire qu'on peut déplorer, c'est la coupure du nombre de cartes des deux paquets dans le hobby et la jumbo. La jumbo, ça a passé beaucoup plus inaperçu parce que ça reste 10 packs de 40 quelques cartes, mais j'ai vérifié, puis toutes les années dernières, c'est 10 fois 46. On est tombé à 10 fois 40. C'est 60 cartes de moins. Donc, au lieu de pouvoir compter sur une jumbo pour finir un base set complet d'habitude, là, ça peut en prendre au moins une deuxième, puis peut-être même voir une troisième. Dans le hobby, on est passé à 20 packs au lieu de 24. Mais avec, tu sais, si on a eu le même débat avec Upper Deck, en même temps, je comprends un peu les compagnies de dire, tu sais, si on veut essayer de limiter les prix aussi, là, je sais que je dis ça, puis il y a des gens qui sont au volant en ce moment ou qui sont à la maison et disent « Hey, voyons donc, ils n'arrêtent pas de monter les prix. » Ben, tu sais, pour avoir une compagnie dans un autre domaine aussi, les prix n'arrêtent pas de monter sur absolument tout. Le shipping, la production, le carton, le plastique, tout ce que tu voudras. Et c'est pas non, ça augmente d'un coup pour l'année. C'est non, ça augmente là, puis dans 3 mois, ça augmente. Alors, tu sais, de couper des petites cartes, oui, c'est déplorable pour le collectionneur, mais en même temps, tu sais, si on veut garder un prix, il faut essayer de couper les coûts de production. En autant que ce soit juste des cartes de base puis qu'on ne coupe pas des parallèles ou un autographe de moins. Là. Mais j'avais remarqué aussi cette année, ils ont rebaissé le print run à comparer de l'année passée. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui ont fait des calculs, puis que l'année passée, c'était environ 1,2 million de cartes de chaque joueur. Puis cette année, on est retombé à comme un 900 000, qui est un peu l'équivalent de 2022. Fait que déjà, ça, c'était peut-être une petite bonne nouvelle pour même la baisse des cartes dans chaque paquet. Puis je trouve qu'ils ont fait une bonne job sur justement les parallèles. Comme le petit clin d'œil à Kevin Hart sur les cartes des Phillies numérotées sur 52. Je trouve ça assez. Il y a du monde qui n'aime pas ça, mais je trouve que c'est un petit clin d'œil funny, puis il reste que c'est une parallèle numérotée. Fait que, Est-ce que vous savez au moins pourquoi 52? C'est sa grandeur, 5 pieds 2. c'est quand même bon, ça. Non, mais c'est le fun qu'il ait mis des petits Easter eggs comme ça qui n'est pas dans le checklist. Fait que ça crée quelque chose de plus de fun parce que Fanatics, depuis qu'ils sont dans le marché, ils sortent des affaires comme ça. Puis, moi, je trouve ça super plaisant. Puis on parle que c'est dur à grader. Là.
mais ça reste du flagship. Le but, c'est de le collectionner, le set, ou Merci. pour les jeunes, pour un produit d'entrée de gamme, si on veut. Fait que le but, c'est pas nécessairement de tout grader les cartes. Puis c'est vrai, on parle du design, là, les callers, les team callers, là, en vrai, en personne, là, sont super, super belles avec l'espèce de néon autour, puis le tops qui est foil un peu. Là. Sérieusement, côté design en personne, là, c'est impressionnant. Donc, est-ce que vous diriez que Fanatics a connu un meilleur succès avec la sortie de Topps Series 1 Baseball qu'avec leurs uniformes des joueurs? Ah, convaincu. Oh, Convaincu de celle-là. pas dur à battre. Pas dur à battre, mon Greg. C'est terrible, ça. Tu vois à travers les culottes, il y a une photo qui était D'ailleurs, sortie la de plainte Cal numéro Raleigh. un des joueurs de dire que c'est trop see-through. Non, mais mais c'est là, vraiment trop, là, c'est Les incroyable. lettres en arrière. là. Les lettres en arrière. C'était des pantalons pour mettre d'un patch à m'amener d'un produit. Là. Si on n'était pas diffusé à radio, on pourrait reprendre les expressions de Charles Canuel dans les épisodes précédents. Mais pour ceux qui nous écoutent présentement, vous irez revoir les épisodes précédents pour tout comprendre ce qu'on veut dire. Tu iras écouter, Greg, ce que ton collègue Gilbert Delorme m'a dit à propos de ces pantalons-là. C'était assez savoureux. Si Gilbert l'a dit, tu peux le répéter. Ah non, ça se répète. Ah bon. OK, les gars. Maintenant, là, la saison s'en vient. Il y a eu des joueurs qui ont changé d'adresse. Il y a des recrues qui vont monter. Pour ceux qui n'ont jamais collectionné de baseball, on le répète. Si les joueurs n'ont pas joué en haut encore, ou l'année passée, ou peu importe, ils sont dans les produits Bowman. Donc, les années précédentes, ce sont tous des prospects qui est l'équivalent. Mais en fait, il n'y a pas d'équivalent dans aucun autre sport. Parce que Bowman est la marque des jeunes prospects qui vont monter professionnels. Ça va être le cas cette année de des très, très gros noms qui vont commencer leur carrière professionnelle dans la MLB. Mais aussi, on peut voir le marché. On l'a vu avec le marché de Bryce Harper l'année passée. On l'a vu avec le marché de Corey Seager aussi. Humblement, tel que je l'avais prédit, puis que tout le monde disait que je n'avais pas raison. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Qui ont monté momentanément le marché d'Acuna qui est devenu complètement fou. Donc, ce n'est pas des recrues qui arrivent et qu'on est surpris de leur marché. Il y a eu la folie Ellie de la Cruz également. Puis là, il y a des joueurs qui ont changé d'adresse, comme j'ai dit, qui pourraient revoir leur marché rebondir cette saison, mais aussi des jeunes recrues. Là, je fais l'autre bord. Allons-y. Ben, Yannick, je ne sais pas si toi, tu as quelques petits noms à nous donner, peut-être des vétérans. Tu dis, celui-là, je le surveillerais. Tu sais, Corey Seager, là, les gens qui se le demandent, ils viennent de gagner la Série mondiale. Un autre MVP aussi. Peut-être pas le temps de l'acheter là. Je veux dire, donc, un peu comme quand Cale Makar avait gagné le Conn Smythe, le Norris, pas la Coupe Stanley, l'année suivante, tu n'as pas le temps de l'acheter. C'est un petit peu ça. As-tu 2-3 noms, toi, que tu as étudié là-dedans? Tu dis peut-être que lui, ça m'intéresserait de sauter dans ce marché. J'ai pas encore eu le temps, Greg, de plonger tête première dans mon Lindy's Preview, mais pas besoin d'être. Celui que je t'ai acheté il y a 6 mois, ça? Lui, il est encore dans les marches chez nous, je n'ai pas encore ouvert. Mais écoute, pas besoin. Écoute, pas besoin d'être un devin. Yohan Soto va probablement avoir. Est-ce qu'on peut dire une career season? Peut-être. Ben écoute, Juan Soto qui est déjà là en spring training, qui est en train de. Moi, tout ce que je vois passer sur Twitter actuellement, partout ces médias sociaux, on ne parle que de Juan Soto là, avec les Yankees. On s'entend là. Il arrive dans un stade de frappeur. Espérons juste que le corps va tenir. Si le corps tient, watch out. Je pense que les Yankees vont être très, 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 très satisfaits de leur acquisition. Sinon, écoute, mon ami Ronald Acuna devrait avoir une saison encore exceptionnelle, selon moi. Ça va être je pense que l'an passé va être dur à topper. Là. On ne se comptera pas des peurs. Mais non, c'est pas mal mes deux picks pour cette année, mon Greg Sir. Paul, qui toi, tu es excellent dans le prospecting. Paul se fait des feuilles Excel, ben, comme Charles, comme PH dans le fond également. Mais au niveau des jeunes, je sais que tu vas sûrement nous parler de Jackson Chourio qui, lui, depuis des années, tu le surveilles, même avant qu'il fasse le top 100 des meilleurs prospects dans le baseball. En as-tu d'autres? Mettons, lui, si tu veux nous en parler, mais en as-tu d'autres aussi? Côté prospect,
En fait, moi, il y en a un, je sais que PH l'aime beaucoup, là, ce serait Colt Emerson. Colt Emerson, shortstop pour les Mariners. Là, suivez-le cette année. Là, ça risque d'être un des plus gros, prospects qui va monter rapidement, selon moi. S'il se développe comme il faut, là, j'ai l'impression que c'est un joueur qui va monter énormément. Sinon, si on parle de prospects aussi, il y en a un que je suis, là, j'ai hâte de voir parce qu'il n'a pas encore vraiment joué, là, ça serait Walker Jenkins. Walker Jenkins, un gros bonhomme qui est encore tout jeune, qui sort du secondaire. Lui, il est avec les Twins du Minnesota. Donc, ça, c'en est un aussi que j'ai bien hâte de voir une saison complète. Puis, évidemment, Wyatt Langford, j'ai hâte de voir s'il va se faire une place avec Texas en Avec les partant. Rangers, ben oui, comme. Ben là, ça en fait 2 jeunes. Parce que l'année passée, il y a eu, là, j'ai oublié son nom, mais il a Evan très, Carter. bien. Evan Carter, qui a super bien performé l'année passée avec les Rangers. Mais on n'a pas vu son marché monter nécessairement, ce qui était habituellement lorsqu'une recrue qui a connu beaucoup de hype est montée comme ça dans la MLB, performe bien, on voit une hausse fulgurante de ses prix dans son marché. On n'a pas vu ça avec Evan Carter. Je me demande si cette année, ça pourrait peut-être être ça. La raison s'appelle, j'allais dire le mauvais prénom, excusez-moi, Josh Young. Parce que Josh Young a beaucoup pris de place avec les Rangers jusqu'à sa blessure. Après ça, il y a eu le rappel d'Evan Carter. Puis là, Josh Young est revenu, mais il n'y a pas eu la suite de la saison qu'il y avait avant ça. Mais Josh Young était même candidat pour devenir Rookie of the Year dans l'américaine. Ouais, c'est vrai, jusqu'à tard dans la saison. Mais là, si Wyatt Langford se taille une place avec les Rangers, ce qui pourrait ou devrait même arriver, on ne parlera plus de Josh Young et d'Evan Carter. Parce que là, il y a un nouveau règlement qui, depuis l'année passée, avant, il attendait après une certaine date pour monter les prospects pour sauver une année de salaire. Mais cette année, si tu montes le joueur en début d'année puis il gagne la recrue de l'année, là, tu as un choix au repêchage. Donc, les équipes, ils font monter les jeunes beaucoup plus tôt. Aussi pour le deuxième ou troisième dans le classement du Rookie of the Year, ils ont aussi une chance d'avoir un meilleur choix au repêchage. Ça donne un incitatif. Donc, on voit les jeunes monter plus vite. Donc, cette année, ce serait le fun de voir en partant les Jackson Holiday, les Jackson Chourio, Wyatt Langford, tous ces gars-là qui ont 19 ans à peu près. Là. Fait que c'est un nouveau règlement de la MLB qui est bien agréable. Ouais, Holiday avec les Orioles de Baltimore qui a déjà un prix comme s'il faisait partie du temple de la renommée déjà du baseball puis qui avait connu la carrière de Mike Trout. Là. Mais je pense que lorsqu'on veut avoir une photo d'un jeune joueur de baseball parfait, c'est Jackson Holiday. C'est sûr, c'est le numéro 1 du top 100 des prospects aux États-Unis. Et Jackson Chourio, qui est à peu près numéro 3, là, dépendamment des listes qu'on regarde. Là. Mais il y a une chose, par exemple, si tu veux, dans la vraie vie, tu veux un Jackson Holiday, mais on parle de hobby, tu veux un Jackson Chourio. C'est ça, qui ne coûte pas le prix d'un Jackson Holiday, qui est un petit peu moins cher et qui a un potentiel de monter. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est bon toujours de rafraîchir. Charlie Canuel, toi, je sais que tu as Adel Amador aussi, que tu tripes beaucoup, des Rockies du Colorado. Mais vas-y donc, surprends-moi avec certains noms. Ça peut être Amador aussi, pour qu'on en jase ensemble. Non, moi, je suis plus un gars en ce moment. Je pense qu'il y a un prospect qui est un peu sous-estimé, mais que je suis pas mal sûr qu'il va être bon directement quand il va jouer dans les majors, c'est-à-dire Colt Keith des Tigers de Détroit. Je pense qu'il n'y a pas. J'ai rarement vu un prospect, genre, je dirais milieu de classement, c'est-à-dire dans un range de 30 à 50, je pense qu'il est actuellement, que je suis presque sûr qu'il va être bon dans les majors. Il a un bon œil, il ne se fait pas beaucoup striker. Il va le début, il frappe des circuits, des doubles, toutes les extra base que tu veux. Je trouve que Jordan Lawler des Diamondbacks passe aussi sous le radar. C'est-à-dire qu'il est monté l'année passée, il n'a pas été bon. Le monde, ils l'ont oublié un peu. Mais il a juste joué 20 games des majors. Là. Donc là, avec un spring training, il va être un peu plus près et tout. Je pense que c'est encore un prospect 11-12 dans le MLB 100, mais il n'est pas parlé
comme s'il était comme ça. Genre, ses prix ne reflètent pas non plus son classement parce que quand il est monté, il n'a pas eu de succès à comparer les autres, je pourrais dire. PH? Oh, la liste est tellement complexe et longue. Pour pas parler de noms qui ont déjà été jasés, naturellement, on a tous Jackson Holliday ou Jackson Chourio dans notre radar pour la nationale américaine. Un gars que je sais que justement, Paul, on se fait des clins d'œil, mais on s'en est même pas parlé. Un gars que Paul je sais qu'il aime aussi, qui a déjà jasé, c'est Colson Montgomery. Peut-être qu'il y aurait des chances. Peut-être qu'il y aurait des chances d'y aller cette année. Il est prévu à 22 ans de pouvoir commencer cette année. C'est juste de savoir est-ce qu'il y a la place. Est-ce qu'il va avoir un bon camp d'entraînement physiquement? Regarde, c'est beaucoup de choses. Un gars que j'adore depuis que sa carte l'affichait même pas. C'était pas sa face, mais c'est Jackson Merrill. Je pense que ça peut être une breakout season officielle pour un gros prospect comme lui. Grand bonhomme, gros, je ne vais pas dire un gros bat, mais je l'ai dit. J'ai référence aussi aux anciens épisodes. Mais Jackson Merrill pourrait à 20 ans là, être un call-up un peu tôt, mais j'aimerais beaucoup le voir. Je le suis depuis avant même son repêchage. C'est un gars qui a toujours été très, très bien suivi. On semble oublier un peu les lanceurs, mais je m'en vais aux Brewers, Mizorowski. Je pense que ça pourrait être une grosse saison si il pouvait couper ses buts sur balle. C'est ce qui va vraiment nuire à son développement s'il n'améliore pas sa pas précision, mais son contrôle de ses balles. Parce que c'est un gars qui était vu comme l'an passé déjà faire le saut dans les majeurs. Ça n'a pas été super facile, mais un autre excellent candidat. Soit dit en passant, je profite de l'épisode pour dire finalement, Woodruff est revenu avec les Brewers. OK. Vous vous rappelez pas une conversation qu'on avait eue dans Showcast Baseball à un moment donné. J'avais complètement oublié qu'il était comme libéré. On me l'a rappelé, mais il a reçu un contrat de 2 ans avec les Brewers. Donc, ça ne sera pas cette année qu'on va le voir, mais... On l'a ramené. Dites-moi donc, est-ce qu'il y a des joueurs, tu parlais de Woodruff, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été blessés, qu'on a peut-être oublié? Tu sais, là, Ohtani est parti avec les Dodgers, va agir. L'année passée, on se disait où est-ce que ces cartes vont arrêter? Parce que là, bon, le MVP qui est arrivé, ses statistiques, tout ça, là, il s'est blessé. Déjà, là, ses cartes ont baissé un peu. Là, ça en va avec les Dodgers. Va avoir un rôle plus limité parce qu'il ne peut pas lancer, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, qui ont subi des blessures, qui ont manqué du temps l'année passée ou qui vont manquer peut-être le début de la saison, que vous autres avez dans votre radar, dites, ouais, lui, son marché, là, ça pourrait peut-être être intéressant de peut-être aller chercher une coupe de cartes ou, peut-être, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais peut-être une carte cachée. J'ai aimé les calls de Yanakis, là, Juan Soto. Malgré qu'Acuna, j'espère qu'il va rester en santé, qu'il va répéter la saison de l'an dernier parce qu'il est déjà très, très cher. Quand on voit où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière après seulement 5 ou 6 saisons par rapport, par exemple, au temple de la renommée puis à sa longévité. Ça peut être Mike Trout. Je veux dire, allez-y, levez la main s'il y en a un qui veut sortir un ou deux noms. Là. Vas-y, Paul. Tu parles de blessures. Il y en a un qui a manqué l'année au complet l'année passée. Puis vous aimez Ellie de la Cruz? Ben lui, c'est O'Neal Cruz. Même type de joueur à peu près. Grand joueur qui est super rapide sur les buts. Avec il a énormément de hein? power. Qui est super explosif en défensive. Un shortstop. Puis il a manqué, je pense, probablement 95% de la saison l'année passée. Et d'ailleurs, il compétitionnait au collégial, pas au collégial, mais dans les rangs 2A, avec Ellie de la Cruz, à savoir qui avait le record du relais le plus rapide au premier but. Oui, c'est ça. C'est pas mal le même avec type Mason de joueur. Wynn. Donc, ça, c'en est un. Sinon, j'ai hâte de voir aussi Jared Kelenic qui est rendu à Atlanta, qui va frapper 7-8e dans le line-up. Il n'y a plus de pression d'être la tête d'affiche des Mariners. Le gars, il a encore seulement 23 ans, je pense. Donc, il a tout le talent au monde. Puis là, il va pouvoir se laisser aller, comme on dit. Charles? Yes, moi, il n'a pas été blessé l'année passée, mais j'ai vu une petite tendance.
avec les joueurs comme ça. C'est-à-dire que comme Corey Seager, il y avait eu un Tommy John. L'année d'après, il n'avait pas nécessairement très bien performé. Acuna, qui avait eu une grosse blessure au tendon, les ligaments croisés du genou. Il est revenu, il n'avait pas été excellent. Ben, je pense que ça va faire la même chose avec Fernando Tatis Jr. C'est-à-dire qu'il s'est blessé au poignet, grosse blessure, il a manqué une année au complet. Là, l'année passée, il est revenu, puis il n'a pas été nécessairement très, très bon, malgré qu'il a gagné un Platinum Glove en défense. Je pense qu'il y a encore beaucoup plus de potentiel pour frapper encore plus la balle. Puis je m'attends à une saison à peu près comme Acuna l'année passée de la part de Tatis, qui est presque ou même plus talentueux qu'Acuna. Est-ce que les gens vont être frileux par rapport à sa suspension qu'il avait eue, notre beau Fernando Tatis? Moi, j'ai hâte de voir, mais il n'a jamais vraiment été dopé en jouant dans les majors. Fait que je ne sais pas si ça va trotter dans la tête des gens, mais on va se rappeler aussi David Ortiz qui s'était fait avoir par les stéroïdes, lui aussi, dans les mineurs, puis qui a fini par être un First Ballot Hall of Famer quand même. Donc, j'ai hâte de voir l'opinion publique face à Tatis, mais j'ai un bon feeling pour cette année. PH? Les deux candidats intéressants pour un gros rebond, Gavin Lux, que j'aimerais beaucoup profiter de l'engouement des Dodgers pour reprendre une place qui devrait lui mériter, là. C'est un excellent joueur de position, infield. Il manquait toute la saison passée, si je ne me trompe pas. Puis même une grosse portion de l'année d'avant. Un gars qu'on suit depuis 2020, je pense, avec l'année de Bichette. Oui, il ne frappera pas premier, deuxième, troisième, quatrième. On ne le verra pas là. On va le voir frapper huitième, fortement, peut-être neuvième. C'est comme le nouveau premier frappeur dans la MLB à cette heure, le neuvième. Un autre gars que j'aimerais beaucoup voir éclore, il y a eu de la blessure, puis tout ça, c'est Nico Horner. Même année, encore une fois. Vous voyez que je regarde les shortstops. C'est des positions qui sont disponibles. Les gars sont là. Ils ont le power, ils ont le physique, ils ont la capacité de jouer dans l'infield puis d'être bons défensivement et offensivement. Il y a Royce Lewis aussi dans ce type-là aussi. Là. Qui avait eu Lui, tout il a un donné hype pendant beaucoup les l'année séries passée, éliminatoires l'année passée. On Ouais. se souvient avec la performance de son équipe, puis lui qui n'arrêtait plus de cogner des circuits. Mais là, je vais vous sortir 5 noms. Peut-être moins que ça. Puis là, vous allez répondre avec un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Donc, pour les gens qui nous regardent sur YouTube, vous allez pouvoir voir. D'ailleurs, on vous invite d'aller vous inscrire sur le YouTube de la Commission athlétique. Pour ceux qui écoutaient Show de cartes avant, tous nos vidéos sont maintenant disponibles sur la Commission athlétique. Donc, répondez avec un pouce en haut ou un pouce en bas sur ce que vous pensez des marchés qui vont rebondir cette saison. Le premier, Ellie de la Cruz, qui avait monté très, très, très haut, qui a redescendu. Là, ça, c'est quoi ça, Paul? Paul, il est neutre. Ça, c'est drôle. J'ai deux neutres. Ça va rester la même chose. J'ai Charles qui est en haut et PH qui est en bas. Puis moi, je dirais, là, de mon œil de gars qui ne connaît pas trop ça, c'est pas vrai. Je ne connais pas ça pantoute. Le Ellie de la Cruz va toujours être le type de joueur dans lequel, quand il est bas, tu l'achètes, quand il est haut, tu le revends, puis tu pourrais faire ça tellement de fois par saison, dépendamment. C'est pour ça que je sais que c'est pour ça que Charles a mis le pouce en haut, puis que Yannick et Paul ont mis les pouces vers le milieu, là, assez neutre, et PH par en bas. Toutes les réponses sont bonnes dans son cas. C'est juste que moi, quand je pense à Ellie de la Cruz, je pense automatiquement à Yasiel Puig. Ce genre de gars-là qui sort un peu de nulle part, qui a une saison comme voyons donc. Et l'année d'après, ben, c'est un 18 roues d'essence qui tombe d'une falaise. Les Reds de Cincinnati ils ont du succès, puis c'est pas à cause de lui. Là. Allemand, là. Non, c'est sûr, mais tu sais, quand tu regardes RDS, ESPN, TSN, regarde ce que tu voudras, là. TVA Sport, là, c'est qui tu vois? Ouais, ça fait vendre des tickets, puis ça fait vendre des abonnements. Là. Comment il s'appelait en 2020, Charles, le gars des Reds? Aquino? Aristides Aquino. Aristides Aquino? One It Wonder. C'est ça. Ouais, là, on parle même pas du même genre de prospect. Là, je sais, Charles, mais ce que je veux dire, c'est attendons de voir. Là. Tu sais, des étoiles filantes, on en a déjà vu une ou deux dans le sport. Est-ce que de la Cruz en sera une? Un certain Yermin Mercedes aussi, je pense. Oui, on va y donner. Yermin, en tout cas, son prénom m'échappe, mais Mercedes avec les White Sox,
qui avait frappé 24 en 24, quelque chose Oh du genre. mon Dieu! OK, deuxième nom. Deuxième nom. Tu parlais des White Sox. Luis Robert, qui a connu toute une saison l'an dernier aussi. PH est en haut, Paul est en haut, Yannick est en haut et Charles est neutre. Fait que Luis Robert, quand même un bon candidat. Le troisième, et c'est probablement celui qui va causer le plus de controverses, Vladdy Jr. avec les Blue Jays de Toronto. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Yannickis. Yannickis qui est retour. neutre. On n'a aucune unanimité à date. Non, Yannickis, c'est Pourquoi? le plus gros hater de Vladimir Guerrero que je connais. non. Hey, On demande un peu d'impartialité ici, messieurs. non, mais excuse-moi, là, Charles. Là, je sais que toi, Vladimir, là, tu le vois dans ton bol de Cheerios le matin, là. Mais moi, un gars qui est dans un slump de pas possible, curie, que tout va bien, il y a l'éthique de travail d'un crayon qui écrit plus. Non. Non, mais là, J'ai bien de la misère avec ce gars-là. Je suis désolé. Là. Puis quand tu compares ce gars-là à Beau Bichette, éthique de travail exemplaire, professionnalisme, je sais pas, là. Puis, reste une chose aussi, là. C'est sûr que là, si vous faites un fantasy, Guerrero, il est intéressant parce que là, il vient de se faire donner à Garluche en arbitrage. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Je ne le sais pas. Il va-tu rester là encore un bout? Je ne le sais pas plus. Mais non, Charles, je ne l'aime pas tant que ça. Mais c'est pas Charles, on va te laisser offrir une réplique parce que là, bon, Gritty fâché. Mais vas-y donc, mon Charles. Comme Yannick parlait, Guerrero, il vient juste de se faire couper l'herbe sous le pied, dans le fond, dans la fois, il a gagné sa cause en arbitration. Mais il reste 2 ans avant de devenir agent libre, donc il doit performer s'il va avoir le contrat qu'il veut avoir. Puis cette année, il a pris son entraînement un peu plus au sérieux. Il n'est pas allé en République dominicaine manger la bouffe de sa grand-mère. Il est resté à Tampa Bay pour s'entraîner. Fait que moi, je suis confiant de ce côté-là. Mais c'est déjà arrivé dans sa carrière qu'il faisait ça aussi, hein? Il n'est jamais resté sur les terres américaines. C'était quelle année là, qu'il avait dit hey, pour la première fois de ma vie, je me suis entraîné dans un gymnase cette année? Là. Ouais, ben il était quand même reparti. Mais attends, j'ai pas terminé. Donc, il est comme un Corsica 89. Là. Il part, mais quand t'as pas, il va arrêter, ça sera pas trop long. Là. C'est comme Zion Williamson au basketball. Tu le regardes off-season et tu penses qu'il vient de perdre 150 livres, mais finalement, après une semaine, il l'a tout repris. Là. Ben, il est comme moi, il découvre l'allée des Doritos au Costco, puis écoute, c'est ça. Mais pour ce que je t'en de dire, dans le fond... Messieurs, un peu de retenue, s'il vous plaît. Là. Restons sur le marché des cartes, s'il vous plaît. Aussi, l'année dernière, dans le fond, Vladimir, si t'en vas regarder son expected batting average à comparer son batting average qu'il a eu vraiment, il était supposé avoir un batting average d'environ 2,95. Il a fini à 2,64. C'était la plus grosse différence de tous les majeurs. Fait que ça a été le frappeur le moins chanceux des majeurs. Puis, il y a eu dans le fond, dans son barrel rate, qui est dans le fond le baril au baseball, qui est une balle entre 25 et 35 de launch angle, qui est frappée à plus de 95 000 à l'heure. Ça a été le joueur qui a fait le moins de circuits, qui a eu le moins gros pourcentage de circuits lorsqu'il a fait ses frappes comme ça. Fait que je pense que s'il règle son petit problème, qui est probablement un problème de front spin, qui pognait la balle plus en haut, fait que la balle a voyagé pas assez. Moi, je pense que s'il fait juste régler ce petit problème-là sur son swing, on peut voir. PH, tu voulais répondre rapidement avant qu'on passe au dernier nom? Mon Dieu, c'était quoi la question? On parlait de Vladdy Jr. Depuis les 5 dernières minutes. Je attends que Maître Canuel vienne le défendre. Avocat officiel de Guerrero Junior. C'est pas mal, c'est pas mal ce que j'en pense. On parle surtout du marché de cartes. On a le droit de l'aimer, on a le droit de ne pas l'aimer. Son éthique de travail peut être critiquée. C'est un gars qui fait rentrer du monde dans le stade et c'est un gars qui est spectaculaire quand même. Les grands écarts de Vladimir Guerrero au premier but, donnons-y ça, c'est gracieux. Hein? Oui, c'est gracieux, mais ça ne fait pas vendre des cartes. Mais au niveau performance, j'ai lu quand même beaucoup. J'arrive aux mêmes conclusions un peu que Charles. Oui, il y a eu un peu plus de sérieux dans l'entre-saison 2023-24 vers une amélioration, je pense, de son éthique. Puis de ce qu'on voit à date, pourrait avoir c'est un candidat qui pourrait avoir un gros retour, une grosse saison. Julio Rodriguez.
Hey, c'est notre premier anonyme avec les Mariners de Seattle. Il y a eu une saison un peu décevante l'an dernier, puis on a vu comme un peu ces cartes baisser. Il y a certaines, tu sais, mais les connaisseurs ne veulent pas laisser aller. C'est un peu comme le marché de Slavkovski actuellement, pardon. C'est un peu comme le marché de Slavkovski dans lequel on voit les gens qui se disent non, je sais qu'il vaut cher, qu'il vaut plus cher en ce moment, puis je ne le laisserai pas aller parce qu'éventuellement, on sait que ce gars-là va devenir la superstar. Julio Rodriguez, notre premier joueur que tout le monde est d'accord que c'est un solide avant le début de la saison. Vous attendez à des belles choses des Mariners cette année? Répondez pas tout en Ouais, même temps. C'est pas comme si on était 5 sur le podcast. Ouais, mais pas Vladimir, mais Julio, je trouve que ses prix sont déjà très hauts. C'est probablement un des gars qui a d'un 5 plus grosses valeurs des joueurs de baseball. Fait il est déjà cher, mais l'année passée, il avait baissé, pas parce qu'il était moins bon, parce qu'il a eu sensiblement la même saison que sa saison recrue. Il a juste pas pris le jump que tout le monde croyait qu'il allait prendre à sa deuxième saison. Puis, je vous rappelle qu'à l'année passée, le marché était envahi par Shohei Ohtani, qui est un peu le Connor Bedard du hockey cette année. Mais tout le marché appartenait à Ohtani et Ellie de la Cruz. Fait que c'est une des raisons pourquoi Julio n'a pas nécessairement autant. Il a baissé, en fait. Fait que moi, Plus je le m'attends Austin Matthews en ce qu'il moment. y ait encore une grosse saison. Ouais, pas fou. Je suis d'accord Parce avec toi. Ouais, qu'on c'est parle vrai, pas Austin on parle d'une Matthews. recrue. Ouais, mais Austin Matthews n'a pas pris autant de valeur que. Ouais, c'est vrai. Austin Ben, on le Matthews, disait, le Shohei je suis allé Ohtani, voir, ses je cartes checkais ont un peu ses monté. prix, puis il n'a pas augmenté autant. Ouais, allez-y, Ah, allez-y. je vous disais, là, 5 noms, là, mais c'est ben trop le fun de faire cet exercice-là. Fait que je vais en rajouter un autre avant d'y aller avec mon dernier qui était déjà prévu. Shohei Ohtani. En haut, en bas? Ah, j'aime ça, Paul. Je suis d'accord avec toi. Charles est en haut. OK, donc là, on a 2 qui achètent. Ça, c'est PH et Charles. Yanakis qui est neutre. Paul qui est en bas. Et moi, je vais y aller en bas, selon moi, dans ce nouveau rôle-là avec une nouvelle équipe. Malgré que, je ne sais pas si vous avez vu la pratique au bâton de Shohei Ohtani. C'était poétique de voir ça. La balle arrive, pop. Il y a quoi? Il y a 10 élans, 6 coups de circuit. Je dis, bon, ça, c'est ma première pratique avec les Dodgers. Je vous remercie. C'est de même que ça va se passer cette saison. Mais il est tellement monté haut. Tu sais, on parle uniquement du marché des cartes. Là. Il est tellement monté haut. Et les Dodgers, il y a tellement d'attentes envers eux autres cette année. Est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? J'ai de la misère avec ça. C'est pas le même environnement non plus. Là. Oh. Tu sais, Anaheim, c'est un mur dans le champ qui est un petit peu plus petit, pas mal plus bas même. Puis lui, c'est un genre de frappeur qui, justement, il parlait de barrel tantôt, Charles. Là. C'est lui, il va chercher par en dessous. Puis elle sortait souvent comme ça au champ centre parce que le mur n'était pas très, très élevé puis pas très, très loin. Donc, un nouvel environnement, ça se peut que ça paraisse. Puis des fois aussi, là, quand tu essaies d'avoir une équipe trop bonne, tu t'achètes des championnats. Là. Souvent, l'année d'après, là, c'est un désastre. Il se passe tout le temps quelque chose. Fait que j'ai l'impression que Dodgers, là, je ne dis pas qu'ils ne seront pas bons, là, mais je pense que le conte de fées risque d'être plus difficile qu'on pense. Et j'aimerais ça. Charles, ajoute quelque chose rapidement avant qu'on y aille avec deux autres noms rapides. Ouais. Ben, moi, j'ai hâte de voir, dans le fond, Ohtani qui se concentre seulement sur son bâton parce que quand il lance, il a besoin de faire les scouting reports sur les frappeurs, sur les joueurs contre qui il va jouer. Mais là, il va avoir qu'à se concentrer sur son bâton. Puis, pour la première fois, on va pouvoir le voir en série. Fait que moi, j'ai hâte de voir si il commence à gagner des championnats à pas finir. Ben, on pourrait regarder au gars qui, dans le fond, ses cartes vont valoir le plus cher de quasiment toutes les cartes de baseball. Fait que moi, c'est pour ça que je pense qu'en ce moment, vu qu'il lance pas, puis s'il frappe très, très bien cette année, ça va être probablement le plus bas qu'on va pouvoir l'avoir d'ici les peut-être 10 prochaines années. Il y en a un qui s'est fait échanger dans un méga marché l'an dernier, qui a baissé dans la liste du top 100 des meilleurs prospects. Et je viens juste de voir son nom numéro 71. Il connaît un camp d'entraînement du tonnerre et spectaculaire. C'est Luis Angel Acuna, le petit frère de l'autre. Les boys, qu'est-ce que vous en pensez? Je vois PH qui me trouve génie pour une fois.
Je pense que lui son prix était très, très élevé. Ça a énormément baissé par la suite. On appelle ça la fatigue d'un prospect habituellement, où est-ce que ça prend trop longtemps avant qu'il puisse accéder au majeur. Mais là, avec les Mets de New York, s'il fallait qu'il monte puis que ça fasse comme le Martian Jason Dominguez, je pense qu'on aurait quelque chose d'intéressant là. On s'entend, les Mets ont fait un ménage de fou l'an passé. Là. Ils n'ont pas juste repeinturé, ils ont strippé à la maison là, au grand complet, avec une nouvelle optique de là, on y va avec des prospects. Des très fortes chances que ce gars-là fasse le club. Et on s'entend, si tu réussis à New York, même si c'est l'autre équipe de New York, watch out. Et on s'entend, le nom, s'il s'appelait Perez, ça serait pas aussi vendeur, ça serait pas aussi sexy. Non, c'est sûr. Le petit frère de l'autre. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 2 autres bons prospects aussi. Là, c'est pas lui qui va arriver dans la ligue aussi puis qu'il faut qu'il tienne l'équipe à lui-même parce que tu as déjà les Lindor et les Alonso. Mais tu as aussi 2 bons. Là, Jet Williams, là, c'est un autre bon prospect ça, qui devrait surprendre, ça, mais qui arrive dans la ligue. Là. En plus, les gens l'adorent, il a du charisme et il est partout sur les réseaux sociaux. Puis d'après moi, ça va être la coqueluche des Mets, mais qui arrive. Puis tu en as un autre aussi quand ils ont échangé avec. C'est Drew Gilbert qu'ils ont échangé avec. Là. Ça, c'est un autre aussi très bon. Là. Fait qu'il ne sera pas seul à arriver dans la ligue avec son petit sac à dos puis traîner tout à lui seul. PH? Moi, ce que j'aime beaucoup de lui, c'est qu'on parle de ceux qui vont être en arrière pour l'an prochain. Louis Angel a une vraie shot cette année. Il y a 20 ans. Il ne faut pas oublier qu'au 3e but, on va avoir un autre jeune. Les Mets sont toujours prônés le 3e but comme la position de leur capitaine. On se rappelle de David Wright pendant des années. Là. Brett Baty a le potentiel de devenir un futur capitaine des Mets. Ça a été difficile l'an passé. Il a été redescendu, il a remonté. On a vu des belles choses, mais le span, je peux dire, le temps n'était pas suffisant pour le voir continuer. Moi, je pense que cette année, si ils veulent laisser une chance à un gars comme Luis Angel Acuna de tenter sa chance, Brett Baty pourrait l'aider à ce que ça aille un peu mieux. Si le bâton est là, il va rester juste est-ce qu'il y a le gant pour la position. Une position très difficile, mais ils peuvent le mettre au 2e but. Ça peut se jouer parce qu'on a Lindor qui est toujours dans le shortstop, mais 2e but, là, ça peut être un très, très bon spot. Parlant de 2e but, là. Parlant de 2e but, c'est mon dernier nom sur la liste, puis après ça, on va passer au produit, puis après ça, ce sera la fin de l'émission déjà. Mais parlant de 2e but, il y en a un certain qui, lui, vient de se faire confirmer dans la MLB comme étant Charles a déjà le pouce en l'air qui se fait aller, qui vient de se faire confirmer parce qu'on a échangé son compétiteur à ce poste-là, et c'est le numéro 47 des Twins du Minnesota, Edouard Eddie Julien, messieurs, qui fait de plus en plus parler de lui. Un bat signé pour PH. Les pouces dans les airs pour Charles, les gars. On achète. Qu'est-ce qu'on fait avec le marché d'Edouard Julien? Ces cartes ont vraiment baissé pendant l'off-season. J'ai remarqué une grande baisse. Fait que moi, ce serait le genre de gars que j'achèterais. Écoute, il va frapper pour un 260 s'il réussit à monter un 400 dans le base cette année, qui pourrait avoir un 900 d'OPS, ce qui serait probablement dans les top 3, top 2 des meilleurs frappeurs au 2e but dans les majeurs. Fait que Eddie, qui a tout performé à tous les niveaux, puis l'année passée a performé dans les majeurs, je crois qu'il pourrait prendre encore un autre step comme on l'a vu à la World Baseball Classic l'an dernier. Puis également, là, on parle de la période pour vendre des cartes. Pré-saison, là c'est le meilleur temps. Tout se vend à des prix à la hausse. Puis j'ai l'impression, Edouard Julien, là, lui, il va profiter du fait qu'au Minnesota, il fait super froid en début de saison. Puis c'est le type de joueur où il est patient au bâton. Puis les lanceurs ne sont pas encore assez préparés. Puis ils n'ont pas le bras assez réchauffé comme dans le mois de juin puis dans le mois de mai. Donc, lui, j'ai l'impression qu'il devrait profiter de la température au Minnesota puis d'être souvent sur les buts. C'est plate qu'il commence sa route, là, mais... Je n'ai pas regardé l'horaire. Oui, il commence contre Kansas City.
Ouais, puis après ça, ils reviennent Ah, à la mais maison Fresno aussi. Ils viennent à la Kansas City, maison c'est pour au la nord. première. Je pense que c'est le week-end du 16, 17, 18 avril, quelque chose comme ça. Et je vais être là d'ailleurs, en me croisant les doigts pour que Marc-André Fleury fasse toujours partie du Wild pour aller voir ça. Une petite fin de semaine comme ça, encore une fois pour les visiteurs. Je me fais une petite plug d'un podcast à l'autre parce que c'est toujours bien mes deux podcasts, fait que j'ai toujours bien le droit de le faire. Je n'ai pas besoin de demander la permission à personne. OK, là, Top Série 1 vient de sortir, les boys. On a parlé du marché en masse, de fond en comble. Les prochains produits, là, Top Série 2 va sortir à un moment donné. Bowman va s'en venir aussi, les différentes versions de Bowman. L'année passée, il y avait eu justement les cartes de Wyatt Langford, Max Clark, Ethan Salas, qu'on attendait énormément, sont sortis cette année. Est-ce qu'il y a des gros noms qui s'en viennent qu'on attend? Yannick, tu n'as pas lu la revue que je t'ai gracieusement offerte. Fait que je vais passer Négatif. directement à Paul. Et de toute façon, le produit que j'attends le plus, je l'attends depuis exactement 22 ans. 23 ans. Alors, C'est quoi? Topps Heritage, qui utilisera le design de 1975 Topps. Un des designs. Ça sort cette année, ça? Oh oui, monsieur, dans l'année où je serai le plus pauvre de toute mon existence, malheureusement. Mais écoute. J'attends ça, Greg, depuis le premier jour. Depuis le jour où Topps Heritage est sorti en 2001, j'ai dit, OK, là, à chaque année, ça va être une année, OK, bon, en 2024, ça sera 1975. Pour les gens qui ne sont pas au courant de ce design-là, il y a 1952 comme design iconique. Je pense que 1975 est juste en dessous. Là. L'année de Mike Schmidt, l'année de George Brett, ça va être. On rappelle que 1952, c'est l'année de Mickey Mantle. Donc, pour ceux qui se demandent, là, la fameuse carte à 12,5, je me mélange tout le temps, 12,5 millions de dollars US. Paul, un ou deux noms seulement parce qu'on n'a plus de temps, mais on veut savoir, je sais que tu as déjà fait ta liste de ceux qui s'en venaient cette année. Qui vas-tu surveiller dans le marché? C'est à savoir s'ils vont être dans les produits cette année. Parce que les joueurs qui ont été signés internationaux récemment sont super jeunes. Donc, je pense que ça va peut-être plus aller à 2025. Mais j'avais fait Tu es en train de dire que ça ne sera pas une bonne année pour Bowman? Tu vas avoir des jeunes qu'on connaît moins, là, qui sont internationaux aussi, plus loin dans le ranking. Mais ça va être une belle surprise cette année. Mais je sais que Dylan Cruz, il n'a pas signé avec Fanatics, donc il n'y aura pas ses signatures dans Bowman le prochain mois. Tu vas avoir Walker Jenkins qui va être super recherché. J'ai bien hâte de voir. Le checklist n'est pas sorti, donc c'est très dur à dire. Puis si on veut parler des prospects internationaux, là, on ne sait pas encore non plus parce que c'est trop tôt. Je pourrais sortir des noms, mais ça se peut qu'ils soient seulement en 2025. Fait que on va se garder ça pour une autre fois. Charles Boy. Moi, je vais te parler de quelques gars qui arrivent au prochain draft de la MLB, qui vont voir leur carte dans Bowman Draft. Mais moi, j'ai hâte de voir Jack Caglione, le lanceur gaucher, frappeur gaucher des Gators, qui a été connu comme la sensation chez Ohtani, c'est-à-dire qu'il lance comme 98-99 de la gauche, il frappe des circuits. Juste hâte de voir s'il va autant bien lancer qu'il était supposé, parce que l'année passée, le monde ne frappait pas contre lui, mais il faisait beaucoup de buts sur balle. Fait que s'il peut régler ça, il va vraiment être drafté comme un two-way à la place de seulement un premier but gaucher. Puis sinon, j'ai hâte de voir aussi peut-être le prochain first pick du draft, J.J. Wetterholt, West Virginia, deuxième but shortstop. Il a frappé 450 l'année passée à West Virginia avec 26 circuits, si je me rappelle. Fait que c'est supposé être le prochain first pick, même s'il n'a pas nécessairement commencé très bien la saison cette année, mais j'ai hâte de le voir évoluer. PH, avant que tu répondes, on va poursuivre cette conversation-là sur Patreon parce qu'on a oublié de nommer un nom dans toute cette analyse-là et c'est Yamamoto qui est aussi rendu avec les Dodgers puis qui va avoir ses 4 recrues qui vont sortir cette année. Oui, même s'il est à un âge élevé. Puis ça, je veux absolument qu'on en parle. Donc ça va être dans le Patreon tout de suite après l'épisode. Pour ceux qui veulent se joindre à nous, c'est Patreon
betclic.com/show de cartes. Vous vous abonnez là-dessus. Ça va vous coûter moins de 10 $ par mois. Vous avez des rabais à pu finir, du contenu exclusif, des tirages. On a au-dessus de 10 items ce mois-ci qui sont en tirage pour des valeurs très intéressantes. Ça a été juste des dons qui ont été faits de des collectionneurs. Je remercie encore notamment Mike Kowalou et Yannick Adam qui ont fait ces dons-là. Par la suite, vous avez 15 $ de crédit en break chez stack.ca. Ça risque fort d'être le beau bonhomme qui est, j'allais dire, le beau bonhomme qui est en dessous de moi à l'écran. Ça ne sonne pas très bien en radio, mais en tout cas, le beau bonhomme qui est là dans l'écran PH qui va vous initier à ça. Sinon, moi aussi, une couple de fois par mois, et des rabais également chez Choose Your Grading, les services CYJ qui vont envoyer vos cartes à l'évaluation. Vous avez un rabais de 10 $ par mois. Donc, déjà là, vous en avez pour plus de contenu, des rabais de plus de 25 $ par mois, 10 % chez les services Tag S chez Tag Grading pour ceux qui veulent essayer ça. Donc, ça en vaut grandement la peine. Puis, vous avez... c'est intéressant de poursuivre les épisodes avec nous autres, n'est-ce pas? Puis, avant qu'on finisse l'épisode, la caisse de 79,80 au Peachy qui s'est vendue tout près de 4 millions de dollars US à 3,75 millions de dollars US. Ça, là, avec ce qu'on appelle le Buyer's Premium, ça revient à 5,2 millions de dollars canadiens. Yoann Benaroche avait dit que ça tournerait autour de 4 millions, puis il avait eu raison. Il nous avait dit ça. Il avait dit ça à LCN, il avait dit ça sur l'épisode ici. Là, j'espère que la personne qui a acheté cette caisse-là va pas ouvrir ça. Là. Quelle pièce incroyable. Puis quelle belle visibilité pour les cartes de hockey et les cartes vintage. Absolument, absolument. Mais non, j'ose espérer que ces 16 boîtes-là resteront intactes. C'est des restes qui recrutent sur le marché. Pas besoin d'en rajouter là, une poignée d'autres. Effectivement. Le marché est assez garni. Je trouve ça intéressant pour ceux qui pensent que, encore une fois, je sais, il fallait le glisser un petit peu, là, parce que dans les prochaines semaines, attelez-vous. C'est certain qu'on va parler de Connor Bedard et de la série 2 qui s'en vient parce que ça s'en vient à grands pas. Mais pour ceux qui pensent que le marché des cartes révolutionne uniquement autour de ce kid-là, non. On le voit ici. Le hobby est très, très en vie. Puis, on en a une autre preuve. Les gars, merci. Donc, vous restez avec nous autres pour l'épisode sur Patreon. Pour ceux qui nous écoutent sur les ondes de BPM Sport, merci à tout le monde d'avoir été. On souhaite d'avoir été avec nous. Je vais finir ma phrase comme il faut. Merci d'avoir été des nôtres et on souhaite une belle journée à notre antenne pour les autres. Mais on poursuit la conversation tout de suite. Bonne journée.